Bonjour tout le monde. J'espère ne pas vous ennuyer. J'ai essayé de schématiser un peu la présentation. Comme ça, on ne va pas se perdre. Voilà. On va parler tout d'abord de quelques données statistiques qui vont surtout impacter notre présentation. On va voir le rationnel et le mécanisme de l'immunothérapie antitumorale. On va essayer d'expliquer le concept des inhibiteurs de checkpoint. On va voir par la suite les indications dans le cancer pulmonaire ainsi que les principaux effets secondaires, c'est-à-dire la toxicité qu'on va voir, pour conclure par le mécanisme de résistance tumorale à l'immunothérapie. Je pense que la première question qu'on doit se poser tous, c'est quelle est la situation actuelle du cancer du poumon, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit au niveau mondial, parce que je pense que si on arrive à savoir l'incidence, c'est sûr que la mortalité, on va voir l'efficacité des stratégies thérapeutiques qu'on a adoptées jusqu'à un moment pour combattre le cancer pulmonaire. Ici, vous voyez que le cancer du poumon actuellement au Maroc, ça ce sont des statistiques de 2019, et est trop loin d'être le cancer le plus fréquent. D'ailleurs, il ne représente que 11,4% par rapport à la totalité des cancers diagnostiqués au Maroc, si on le compare par exemple avec le cancer du sein, qui représente 35%, avec une claire prédilection par le sexe masculin. Quasiment le 90% des patients diagnostiqués sont des hommes. La deuxième donnée statistique, c'est que la grande majorité, ils sont diagnostiqués entre l'âge de 5 ans et 70 ans. Et là, je m'arrête, parce que malheureusement, on n'a pas de registre national pour le cancer actuellement au Maroc. D'ailleurs, toutes les statistiques que vous voyez sur Google, les médias, Internet, c'est une extrapolation du registre de la Grande Casablanca. On travaille là-dessus, mais actuellement, malheureusement, on n'a pas de registre national, comme je vous ai dit. Ça, c'est un rapport qui a été publié en 2019 par l'OMS. Et alors, vous voyez, c'est une estimation globale de l'incidence du cancer pulmonaire entre 1990 et 2018. Pour les hommes, l'incidence et la mortalité, ils sont quasiment stagnés. Chez les femmes, il y a une augmentation progressive qui n'arrête pas de grimper jusqu'à un moment. Ça parle trop mal du traitement qu'on a essayé d'appliquer jusqu'à un moment. Ici, il y a une pyramide inversée. Où on voit très clairement que le risque est nettement plus élevé dans les pays développés, si on le compare par exemple avec les pays africains, où on a vraiment des doutes, est-ce qu'il s'agit de statistiques qui sont biaisées. Même dans les pays développés, il y a beaucoup de disparités en termes d'incidence et en termes de mortalité. Quoi qu'il en soit, la situation, le cancer du poumon continue à être le cancer le plus fréquent actuellement au niveau mondial en termes d'incidence, suivi de très proche par le cancer du sein et le cancer colique. Mais quand on parle de mortalité, on voit que la mortalité du cancer pulmonaire est 2 fois plus que le cancer colique et 3 fois plus que le cancer du sein. Je pense que la réponse à cette question, qu'est-ce que c'est la situation actuelle? La situation actuelle est inquiétante, voire catastrophique. Ça nous pousse quand même à penser ou à poser une question qui est quand même, à mon avis, très polémique, surtout venant d'un oncologue. Est-ce que la chimiothérapie, jusqu'à un moment, fut une stratégie qui a été destinée à l'échec? Est-ce que ce fut un fiasco, tout simplement? Pour répondre à cette question, je vous ai ramené 3 méta-analyses, d'accord? Vous allez voir où on va essayer de répondre à cette question. La première méta-analyse de plus de 8 patients, 15 essais cliniques phase 3, qui a essayé de tester les différents cytotoxiques qu'on a utilisés jusqu'à un moment face à des cancers pulmonaires localement avancés ou métastatiques. Je parle de stade 3 et stade 4, 3A, 3B, 3C et stade 4, c'est-à-dire les N+, et les cancers métastatiques. À droite, vous voyez un arsenal thérapeutique immense, taxotere, paclitaxel, gemcitabine, cisplatin, carboplatine, phénorédbine, tout ce dont on dispose actuellement. Et voilà le résultat. La survie globale à un an était de 23 à 46%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que de chaque 3 patients, ils vont décéder au bout d'un an. La deuxième méta-analyse, c'est quasiment la même chose, 7500 patients, 13 études phase 3, avec quasiment la même question. Cette fois-ci, on a vu la survie à 2 ans. Et regardez, c'est entre 10 et 22%. Autrement dit, 9 de chaque 10 patients vont décéder au bout de 2 ans.
Même quand on a essayé de faire une stratification de l'étude, ça dépend du type histologique, c'est-à-dire on a divisé les patients entre adénocarcinome et les carcinomes épidermoïdes, les résultats sont les mêmes. Regardez en bas, c'est 47% dans les meilleurs des cas au bout d'un an. Je pense que probablement la chimiothérapie n'est pas l'approche thérapeutique la plus utile. C'est pour ça qu'on a essayé pendant longtemps de détruire directement le cancer. C'est-à-dire, c'est comme écraser une mouche avec un marteau, en provoquant énormément d'effets secondaires, asthénie, anorexie, alopécie, mucite, anémie, thrombopénie, etc. L'immunothérapie vient quelque part à réveiller le système immunitaire, à réinventer la stratégie thérapeutique. Ce qu'on va faire, c'est essayer de stimuler par différents traitements le système immunitaire, notre système immunitaire, afin de lui permettre de combattre lui-même les cellules tumorales. Comme ça, on évite quand même les effets secondaires. L'union ou le rapport entre l'immunité et le cancer n'est pas récent. En 1893 déjà, on a assisté à une réponse complète d'un sarcome inopérable par injection d'une population de bactéries. On connaît tous les syndromes paranéoplasiques qu'on voit énormément dans les cancers pulmonaires. Ça, c'est une relation entre le processus tumoral et l'auto-immunité du corps. Tous, on connaît déjà que les patients qui sont immunodéprimés, les VIH, les transplantés d'organes, ils ont une prédisposition à développer des cancers, plus que la population en général. On connaît tous aussi que l'administration des interleukines dans les mélanomes, elle a révolutionné complètement le traitement. C'est-à-dire, l'idée de l'immunothérapie, ce n'est pas une idée qui est récente, pas du tout. Ici, vous voyez le cheminement historique depuis le 1890 jusqu'à actuellement. On a passé par l'immunothérapie qui a été décrite pour la première fois par Virchow, je pense en 1990. C'était une étape qui est très intéressante. La BCG, quand on a découvert l'étude de la BCG contre le cancer de la vessie, les instillations, vous connaissez tous, je pense, où on provoque une réaction inflammatoire locale qui finit par éradiquer la tumeur. Et puis à partir de 2010, on a commencé à avoir la vague d'immunothérapie, ipilimumab, nivolumab, atezolizumab, etc. J'ai essayé quand même, je suis obligé de vous rappeler un peu l'immunité, comme ça on peut suivre le concept des inhibiteurs des checkpoints. Il y a deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée qui est l'immunité fixée, le gold standard ce sont les nature killers. Après il y a l'immunité spécifique ou adaptative qui est plus rapide, plus efficace à chaque nouvelle exposition, et elle est basée sur deux piliers, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Ça, ce sont les cellules impliquées dans la réponse immunitaire. Grosso modo, et pour ne pas rentrer beaucoup, c'est les cellules dendritiques ou les cellules présentatrices d'antigènes. Il y a les nature killers dont on vient de parler tout à l'heure. Il y a les cellules T, TCD8, et puis les macrophages, qui sont les cellules les cellules professionnelles ou les cellules qui s'occupent de phagocyter les antigènes qui ne sont pas propres du corps. Un cycle d'immunité anticancéreuse, il se constitue de 7 étapes. Premièrement, il y a une libération de l'antigène tumoral par la tumeur. Par la suite, il y a une captation par des cellules dendritiques qui vont le véhiculer jusqu'à les ganglions lymphatiques. Ils vont le présenter pour activer les cellules T qui vont à leur tour de libérer les CD4 plus CD8+, ils vont aller directement vers la tumeur pour le désactiver. Ça, c'est dans des conditions qui sont normales. Bien évidemment, le cycle de l'immunité anticancéreuse, il y a un équilibre qui est très fragile entre les signes inhibiteurs et activateurs. Je ne vais pas rentrer là, ça c'est la biologie moléculaire je pense, qui est un peu complexe. Et ce qui nous intéresse, c'est le concept d'immunoéditing, c'est-à-dire comment la tumeur réussit à s'échapper du contrôle immunitaire du corps. Tout simplement, il y a l'émergence de quelques clans dans la tumeur qui sont résistants à l'immunité. Ces deux messieurs, je pense que la majorité d'entre vous, moi personnellement je ne les connaissais pas, ils ont pu décrocher leur prix Nobel en 2018 en médecine. Ça, c'est M. Alison Shirojou, un japonais et un américain, grâce à leur recherche très avancée dans les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. On va voir ce que ça veut dire ça. Le point de contrôle immunitaire,
Ce sont des protéines qui sont exprimées dans la surface des cellules tumorales. D'accord? Ce qu'ils font, grosso modo, c'est s'unir à la cellule immunitaire, les lymphocytes surtout, pour les désactiver. Et alors, on a une sorte d'endormissement de l'action lymphocytaire. C'est-à-dire, on rend le système immunitaire aveugle, il n'arrive pas à voir les cellules tumorales. On a réussi à découvrir deux protéines, la CTLA4, qui est la moins importante, mais surtout la PD-1, la PDL1, qu'on connaît tous, d'ailleurs le pembrolizumab, etc., le traitement d'immunothérapie qu'on a actuellement, ils tournent tous autour de la PD-1 et la PDL1. Bon, les inhibiteurs de checkpoint, tout simplement, ce qu'ils font, c'est stimuler le système immunitaire de l'hôte pour qu'il puisse détecter, reconnaître et enfin détruire les cellules malignes. Ce qu'on est en train de faire, c'est de le réveiller, d'enlever le frein qui l'empêchait d'agir envers la tumeur. À mode de conclusion, la tumeur a la capacité de freiner le système immunitaire par le mécanisme qu'on vient de voir, alors les inhibiteurs des points de contrôle lèvent ces freins et détruisent le système immunitaire pour qu'il puisse agir. Regardez comment ça se passe. Tout simplement, on a ici la cellule cancéreuse qui présente la protéine PD-1, on a la cellule immunitaire qui présente la PD-1. Une fois qu'on a le lien, la cellule immunitaire elle devient inactive. Ce qu'on fait avec le traitement, c'est développer un traitement contre la PD-1, contre le PD-1, comme ça il n'y a pas d'union, et la cellule immunitaire elle continue à être active pour pouvoir combattre le cancer. Ça, grosso modo, comment ça se passe? Les médicaments actuellement disponibles, bien évidemment, on a les anti-CTLA4, c'était le premier qu'on a inventé, et puis on a les anti-PD-1, que ce soit le nivolumab qui a vraiment révolutionné l'histoire naturelle du mélanome, mais aussi le pembrolizumab et l'atezolizumab qui sont très efficaces dans les cancers du poumon. On va voir dans quel type de cancer exactement. Ça c'est un tableau tout simplement que j'ai essayé d'englober les indications, grosso modo, de l'immunothérapie dans les différents types de cancers. Mais à mon avis, en dehors des toxicités, on va voir la toxicité, en dehors de ça, il faut retenir que la réponse des cancers à l'immunothérapie est très variable. On va le voir tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment beaucoup de toxicité. Il y a des toxicités cutanées, digestives, peut-être thyroïdiennes, rachicutanées, etc. Mais ce ne sont pas des toxicités qui sont doses limitantes. En dehors d'une toxicité, permettez-moi notamment de vous dire que la plupart des effets secondaires ont lieu dans les 3 mois. Après, ils disparaissent. Sauf une toxicité qu'on a décrite, qui est très sévère ou qui pourrait être très sévère, c'est la toxicité pulmonaire. C'est ce qu'on appelle la pneumopathie interstitielle aiguë, qui peut non seulement conduire à un arrêt du traitement, sinon à un décès du patient. D'ailleurs, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter le traitement. Arrêter le traitement traité par les corticoïdes. C'est quoi le problème? C'est les corticoïdes. Eux-mêmes, ils freinent la réponse immunitaire. C'est un cercle vicieux. Quoi dire de l'efficacité? C'est clair que l'efficacité n'est pas la même. En mélanome, par exemple, on a eu des taux de réponse jusqu'à 45%, quasiment la moitié. Dans les cancers pulmonaires, 14%. Dans les cancers du rein, par exemple, entre 0 et 1%. Ça dépend de plusieurs facteurs. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que l'immunothérapie proposée dans le traitement des cancers de poumon ne sont efficaces ou très efficaces que dans environ 30% des cas, indépendamment de l'expression de PD-1, indépendamment de la durée de réponse, de l'exposition. On n'arrive pas toujours à déchiffrer le pourquoi de ça. Ce qui est clair, c'est que les biomarqueurs de réponse aux immunothérapies montrent que la biologie moléculaire de la tumeur et son micro-environnement est beaucoup plus important que l'histologie. Parce qu'avant, quand on traitait les patients avec un cancer de poumon, la première question qu'on posait, est-ce que c'est un adénocarcinome, un épidermoïde, un CPC, un neuroendocrine, et en fonction de ça, on adaptait la stratégie thérapeutique. C'est plus la même chose. Maintenant, il faut analyser, il faut arriver
à développer des tests pour analyser la biologie moléculaire de la tumeur pour essayer d'attaquer le cible thérapeutique. Ça c'est un schéma que je trouvais qui est assez intéressant, qui a essayé de décortiquer un peu le pourquoi de l'efficacité, où il a un rapport avec quoi. Il y a par exemple, il y a la faible expression tumorale de la PD-1, il y a le faible infiltrat lymphocytaire, le taux de mutation, l'absence de signature, mais ça reste tous des hypothèses. La résistance à l'immunothérapie, c'est une question qui est très sérieuse parce que le problème du cancer n'est plus la cellule cancéreuse. Il n'a jamais été en fait la cellule cancéreuse. Le problème du cancer, c'est la tolérance de cette cellule anormale par le système immunitaire. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut chercher. On peut distinguer deux types de résistance. Il y a la résistance primaire et la résistance secondaire. Dans la résistance primaire, on injecte l'immunothérapie chez un patient qui a une expression de plus de 50% de PD-1 qui est censé théoriquement répondre, mais il ne répond pas. D'ailleurs, on calcule que 60% des mélanomes, j'ai mis l'exemple de mélanome, je n'ai pas mis le concept de poumon, parce que les mélanomes sont censés être les tumeurs qui répondent plus à l'immunothérapie. Mais malgré ça, le 60% ne répond pas. Il y a aussi la résistance secondaire. C'est-à-dire un patient qui a commencé à répondre, mais du coup il a laissé de répondre, c'est-à-dire au bout de 6, 7, 8 mois, il laisse de répondre, on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai trouvé quand même un article assez intéressant qui a été publié l'année dernière, en 2021, par Marabel. Marabel, c'est le chef de service du département d'innovation thérapeutique à l'IGR à Paris. Ce monsieur a essayé de décortiquer les pourquoi de cette résistance. Il a posé plusieurs théories. J'insiste sur des théories. Pour la résistance primaire, par exemple, il parle de manque d'immunogénicité de la cellule tumorale. C'est-à-dire, la tumeur, il s'adapte. Il commence à avoir un faible nombre de mutations somatiques pour ne pas attirer l'attention du système immunitaire. Il parle aussi de l'implication de multiples autres voies immunosuppresseurs, cette fois-ci pas dans la tumeur, mais dans le micro-environnement. Les cancers, de toute façon, sont très intelligents. Toujours, il arrive par trouver un temps pour court-circuiter l'immunité. En matière de résistance secondaire, il a évoqué deux théories. La première, on l'a connue tous, c'est l'hétérogénéité tumorale, c'est-à-dire que dans la tumeur, il y a l'émergence des clones qui sont résistants au système immunitaire qui commencent à apparaître avec le temps. Et puis, il a parlé de mauvaise génération d'une réponse mémoire. C'est-à-dire, du coup, le système immunitaire, il perd sa mémoire, notamment les CD8, pardon, les CD4 et le CD8, et donc ils ne reconnaissent plus la cellule tumorale. Il a aussi décrit le phénomène paradoxal, que moi je trouve très intéressant, d'hyperprogression. On calcule qu'entre 5 et 10% des patients traités par les anti-PD-1, on a une progression de la maladie. Je ne parle pas de pseudo-progression, je parle de progression. Et on n'a pas d'explication à ce phénomène-là au jour d'aujourd'hui. Pour conclure un peu, vous dire que l'immunothérapie est une véritable révolution thérapeutique, il faut l'avouer. D'ailleurs, les résultats qu'on a pu avoir dans les dernières 5 ou 6 ans dépassent largement les résultats de la chimiothérapie qu'on a commencé à appliquer depuis, je pense, 1970 ou 1975. Puis, les inhibiteurs de checkpoints constituent la base du traitement. D'ailleurs, si vous vous rappelez, tous les traitements dont on dispose actuellement, ce sont des anti-PD-1 ou anti-PD-1. Grâce aux travaux de M. Orojo et M. Allison, les immunothérapies, en particulier les inhibiteurs de PD-1 sont devenus un standard. D'ailleurs, dans les cancers pulmonaires, par exemple, qui expriment plus de 50% de PD-1, c'est un standard thérapeutique. Il y a toujours des mécanismes de résistance pas bien définis, non définis du tout. Ce sont des théories qu'on évoque. Puis, le 45% des études cliniques actuellement en cours, ce sont des études qui testent l'immunothérapie, pas la chimiothérapie, pas la thérapie ciblée. Entre 20 et 30% des nouvelles AML données chaque année, ce sont données à l'immunothérapie. Et puis, les dépenses, elles sont monstrueuses. 300 milliards d'euros par an dans les cancers de poumon, ce qu'on dépense chaque année par les systèmes de santé au niveau mondial. Une anecdote, c'est qu'en 2019, à Osaka, le G20, vous connaissez tous, c'est un rassemblement des pays les plus puissants.
ils ont parlé de créer un fonds commun d'investigation dans l'immunothérapie, vu le poids spécifique qu'il a de plus en plus dans le traitement du cancer, pas seulement le poumon, sinon le cancer généralement. Merci. C'est pour savoir, est-ce que la piste des vaccins ARN qui a été utilisée pour le Covid, il paraît que c'est une piste prometteuse pour le traitement du cancer. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Sur les vaccins ARN qui sont actuellement, il paraît que c'est une piste importante pour le traitement du cancer. Pour traiter un cancer, ce n'est pas une idée qui vient d'apparaître. D'ailleurs, si on revient à la présentation, il y a le CPICLP. C'est un vaccin qu'on a développé pour combattre le cancer de la prostate, qui est un vaccin qui est assez efficace. Mais ça pose toujours le problème du coût, parce que le CPICLP, par exemple, dans le cancer de la prostate, il faut prendre les antigènes de honte, c'est-à-dire du patient, il faut faire une série expérimentale dans le laboratoire pour inventer des vaccins qui sont personnalisés. C'est question de coût sur le plan de la vie.